Bienvenue sur la chaîne YouTube Football Avant-Garde. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous pouvez cliquer ici ou là pour avoir accès à la première vidéo présentation et la vidéo des 4 types de pressing. Mais aujourd'hui, on se concentre sur 100% pressing positionnel. On va déjà commencer par parler des variantes sur 6 mètres. Donc 1, nous allons fermer les centraux. 2, nous allons fermer la ligne de passe axiale. Et 3, nous allons forcer notre adversaire à jouer long. Alors là, il se pose des questions très intéressantes, c'est de savoir pourquoi est-ce que je vais choisir de fermer un central ou un autre, d'obliger mon adversaire de jouer long ou bien de l'obliger à jouer court en fermant toutes les passes intérieures. Donc là, ce seront des réflexions qu'on va voir ensemble. Premièrement, il faut voir déjà ses points forts. Est-ce que moi, j'ai une équipe qui est forte de la tête et mon adversaire est faible au jeu court? Peut-être que c'est intéressant du coup de forcer notre adversaire à jouer long. Est-ce que mon équipe est forte au pressing haut et mon adversaire a des centraux faibles? Par exemple, un central droitier à gauche, tout le monde sait que ça peut être un inconvénient pour l'adversaire. Donc les variantes sur pressing positionnel sur 6 mètres. Donc 1, quand on ferme les centraux, on regarde bien l'image. Là, on voit l'exemple de Barcelone-Real Sociedad. Donc là, on va aller presser sur leur central droitier. C'est exactement le même mouvement que sur le central gaucher. Ensuite, fermer l'axe. Donc pour fermer l'axe, on voit clairement qu'on va laisser les défenseurs centraux de notre adversaire libres. On va fermer toutes les lignes de passe, toutes les possibilités dans l'axe, mais aussi en deuxième et troisième ligne. Ce qu'on va rechercher, c'est créer une supériorité numérique. Donc là, dans cet exemple, vous voyez clairement qu'on laisse les centraux et le gardien adverse. Donc ils sont plus que 8 en jeu, dans la zone possible de jeu. Et nous sommes 10. Donc ça fait une supériorité numérique de 2. Donc dans le troisième exemple, on voit que on fait du pressing positionnel en forçant l'adversaire à jouer long. Donc là, dans cet exemple, par exemple, on voit qu'on ferme les défenseurs centraux, les milieux qui décrochent et la possibilité d'un jeu long immédiat. Pourquoi? On recherche à ce que l'adversaire joue long. On verra plus tard qu'on peut même diriger le jeu long de notre adversaire d'une manière ou d'une autre. Alors donc, une fois qu'on a défini quels sont nos points forts et les points faibles de l'adversaire et qu'on a choisi une stratégie du pressing positionnel, la question se pose déjà tactiquement comment je le mets en place. Comment l'enseigner? Alors comment l'enseigner? 3 méthodes. La première, analytique, pour bien synchroniser les courses des joueurs. 2, sous forme jouée, c'est-à-dire qu'on peut varier le nombre de joueurs, créer des règles différentes pour obtenir un résultat. Et 3, l'attaque-défense. L'attaque-défense, c'est d'office un 10 contre 10 ou égalité numérique avec 2 gardiens ou des petits buts et un gardien. Alors pour l'enseigner, la première manière, c'est l'analytique. Je recommande de placer sur une moitié de terrain quelque chose qui représente l'adversaire. Au début, je mettrai seulement les 11 piquets qui représentent l'adversaire. J'ai mis des numéros dans cet exemple, mais vous pouvez parfaitement mettre des chasubles de couleurs différentes. C'est sûr pour pouvoir crier aux joueurs, voilà, le ballon va au numéro 2, le ballon va au numéro 6, et pour qu'eux puissent s'y retrouver en fait. Vous pouvez aussi fonctionner par poste, ça c'est libre à votre sensibilité. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir son bloc équipe en place, les 10 joueurs. Obligatoirement. En infériorité numérique, si vous le faites à 8 ou à 7, ça a moins de sens, à moins que vous vouliez faire du pressing positionnel pour du 8 contre 8 ou du 7 contre 7, selon le pays dans lequel vous exercez. Donc, je reprends l'exemple analytique, comme vous allez voir là sur la vidéo. Donc, on travaille bien la synchronicité des courses. Ce qui est très important, c'est qu'au moment où le ballon va être redonné, le joueur qui est excentré au ballon, que vous voyez là sur la vidéo, ferme immédiatement, fait un sprint vers le gardien de but, d'accord, pour que quand le défenseur central qu'on a laissé jouer reçoit le ballon, n'ait pas l'option de revenir vers le gardien. Ce qui nous permet à nous de coulisser le bloc équipe et de fermer le jeu sur 2 tiers de la moitié de terrain. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je recommence de diviser le terrain en 2. Pourquoi? Comme ça, on met un entraîneur plus proche des attaquants et du milieu qui est avancé. Donc là, vous voyez qu'il y a
à la base 2 milieux de terrain par exemple. Le milieu de terrain qui reste devant la défense, le numéro 6, je dirais, je recommande que ce soit un joueur fort de la tête. Il peut être grand, moins grand, mais quelqu'un qui est fort de la tête. Pourquoi? Parce qu'on va délibérément le mettre en infériorité numérique dans cette zone-là. Donc, si on laisse jouer, par exemple, le défenseur central droitier, ce milieu de terrain, lui, va, en théorie, s'il joue sur ce central droitier, va aller presser, sortir, défendre sur le milieu de terrain qui se trouvera dans cette zone de jeu-là. D'accord? Si jamais il joue long aussi, il faut qu'il lui soit capable de récupérer le ballon pour générer une contre-attaque. Donc là, on a vu un exemple côté droit, exactement la même chose côté gauche. Alors, sur quoi est-ce qu'on doit faire attention? Donc, je vais donner 3 critères. Donc, le premier, c'est que l'attaquant, la première zone de pressing, les deux devant, il y en a un qui ferme immédiatement le gardien s'il a pas assez joué sur le central. 2, que mon bloc équipe, donc la ligne défensive de 4, le latéral sort immédiatement sur l'ailier adverse en faisant attention de ne pas prendre un ballon dans le dos, donc en restant en distance d'intervention malgré son déplacement assez rapide. Et ensuite, il faut bien regarder l'équilibre des milieux de terrain, c'est-à-dire que le milieu devant la défense sort sur le milieu adverse qui participe là au milieu de terrain et l'ailier de notre équipe rentre à l'intérieur. Donc le joueur côté opposé rentre à l'intérieur. D'accord, ça c'est important. Donc les 3 choses. Je répète, pressing devant, la ligne qui coulisse en même temps et qu'on ferme sur l'ailier et les milieux de terrain qui coulissent bien du bon côté. Donc ça, en tant qu'entraîneur, c'est important qu'on donne l'attention là-dessus. Ensuite, j'ai mis quelques variantes sur le jeu long. Alors là, vous voyez sur le jeu long par exemple qu'il va falloir analyser le comportement du gardien. S'il est droitier, il a plus de chances de tirer d'un côté que s'il est gaucher. Si on voit qu'il oriente son corps d'une certaine manière, eh bien, ça va nous indiquer plus ou moins où est-ce qu'il va tirer. Donc, si toute l'équipe est focalisée là-dessus sur un jeu long, on va pouvoir prédéfinir la zone probable de duel. D'accord? Et là, ce qui est important de voir, c'est que le 6, donc, qui est censé aller au duel aérien, va dans la zone de duel et que l'autre milieu de terrain qui couvrait les 2 attaquants dans la première zone de pressing, lui, vient s'intégrer dans la ligne du milieu. Donc ça, c'est un peu les aspects tactiques importants. Et on peut deviner sur ce jeu long après une reconstitution d'un 4-4-2 à plat. D'accord? Donc pour terminer, une variante dans le travail analytique, c'est une méthode qui était beaucoup utilisée à l'époque de Valverde quand il était à l'Athletic Bilbao, c'est de passer à une défense à 3 en pressing positionnel. Donc le choix après dépend de l'entraîneur, si c'est pour jouer long, sur les centraux ou cibler un joueur, mais ça va être de passer en défense individuelle quelque part dans la ligne défensive. Donc là, je vous ai montré un exemple. Donc il y a effectivement un 6 qui monte plus haut, un central qui monte plus haut et vous allez voir comme une pression bien plus importante en haut. Donc je vous ai mis l'exemple en analytique aussi pour que vous puissiez de votre côté travailler les déplacements sans ballon bien évidemment de vos joueurs et l'enseigner. La forme jouée, alors il y a plein de formes différentes. Je vous mets un exemple. Donc là, j'ai mis 2 gardiens de but d'un côté avec des buts à 11 ou des buts à 7, ce que vous avez, et un autre gardien de l'autre côté. Donc on fait un 10 contre 10, c'est l'idéal. Mais si jamais vous devez ne pas avoir assez de joueurs, vous mettez l'infériorité numérique chez l'équipe qui a le ballon pour favoriser la réussite au pressing. D'accord? Mais là, dans l'exemple, vous avez un 10 contre 10 avec 3 gardiens. Donc, l'équipe qui a le ballon doit essayer de sortir en jeu combinatif et d'aller marquer chez l'adversaire. L'équipe qui défend, bien évidemment, met en place le style de pressing que vous aurez demandé et que vous aurez enseigné en analytique. Soit fermer les centraux, soit l'axe, soit le jeu long. Donc là, c'est un exemple que je vous montre sous forme jouée. Vous voyez qu'il y a une ligne jaune qui sépare en fait le terrain. C'est pour créer en fait une égalité, une supériorité numérique pour l'équipe qui fait le jeu combinatif. C'est-à-dire qu'on va jouer un 6 contre 5. Et dans la deuxième zone, donc entre les 2 lignes jaunes, ce qu'on va autoriser, c'est qu'il y ait un joueur qui descende participer au jeu combinatif pour faire remonter le ballon. Et on va aussi autoriser à un défenseur de l'accompagner. Alors dépendant si c'est l'ailier adverse qui descend, ça va être forcément en théorie le latéral qui va accompagner ou peut-être un autre joueur, ça dépend s'il sera venu intérieur ou non. Et si c'est un milieu de terrain qui décroche pour venir aider,
en logique, en théorie, ça devrait être le milieu défensif qui accompagne. Mais ça, c'est pour bien compartimenter le jeu et surtout aussi pour permettre de rester sur une distance de travail cohérente. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire un stop ball où on peut remplacer les 2 gardiens de but par 4 petits buts, 3 petits buts, 5 petits buts ou 2 petits buts. Ça, c'est à vous de voir. Il y a l'attaque-défense. Alors l'attaque-défense, je pense que c'est le plus simple. C'est obligatoirement égalité numérique, idéalement 11 contre 11. Alors j'ai mis 2 exemples de nouveau, un avec gardien et un sans gardien. Un avec gardien, on rapproche quand même le but pour qu'il n'y ait pas trop de distance de course pour les joueurs. Mais vous allez retrouver une équipe qui va devoir sortir le ballon, une équipe qui va devoir presser. Intéressant là encore, c'est d'axer nos commentaires, notre correction sur 3 détails. On ne peut pas tout travailler. Donc, si vous avez travaillé au début, par exemple, comme on a dit, presser directement le gardien, venir compenser le joueur excentré à l'intérieur, bien coulisser la ligne de 4 pour que tout le bloc équipe soit compact, etc. Vous vous concentrez là-dessus. D'accord? Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas d'autres règles. C'est un match, on lance le ballon, attaque-défense, c'est simple. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a aidé à construire votre méthode. La prochaine vidéo, on parlera du pressing actif, 100% pressing actif. On prendra le temps de tout bien diviser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de regarder mes vidéos précédentes et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao!